Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Aurélien, je viens de voir Une bataille après l'autre et c'est un film assez sympa. J'espère que tu auras l'occasion de le voir et on pourra à la fois se refaire peut-être une petite filmographie Paul Thomas Anderson et puis parler des autres bouquins de Thomas Pynchon. Je pense qu'on a sans doute le méchant de l'année avec Sean Penn. Donc voilà, on a hâte que tu le vois pour qu'on en parle. Salut Mister C. Désolé, j'ai mis un petit peu de temps à te répondre, j'étais pas mal occupé, mais c'est bon, je suis prêt. On va pouvoir parler de Une bataille après l'autre, le dernier long métrage de Paul Thomas Anderson, qui comme toi m'a extrêmement séduit. Alors, je suis d'accord, c'est peut-être bien qu'on revienne un petit peu sur la filmo de Paul Thomas Anderson, puisque c'est un cinéaste assez important pour les cinéphiles et la critique, qu'il considère souvent comme un des plus doués de sa génération. Alors, je suis assez d'accord avec ça, même si moi, de mon côté, il y a certains de ses films qui me laissent un peu en dehors. Bon, à chaque fois, je lui reconnais vraiment toutes les qualités qu'on veut autour de la mise en scène, que je trouve toujours extrêmement innovante. Mais il y a comme ça, dans certains de ses films, une dimension un peu intello qui peut parfois me laisser dans une certaine forme d'incompréhension. Voilà, il y a comme ça parfois tout un réseau de symboles à décoder, voilà, pour accéder à une compréhension qui parfois moi m'échappe. Oui, je comprends du coup ta sensation face à la filmo de PTA, Paul Thomas Anderson, de ce côté intello, cérébral. Moi, j'ai l'impression que plus que de la mise en scène, ça vient d'une espèce d'ambition romanesque. J'ai l'impression que dans chacun de ses films, il prend une époque, des personnages, beaucoup de situations, beaucoup de péripéties. C'est des films très denses, très verbeux, qui ont la densité, voilà, de romans, je trouve vraiment. Un peu comme j'avais eu la même sensation avec The Brutalist, de vouloir faire des films sombres comme ça sur l'Amérique. Et il y a cette tradition des romanciers américains de vouloir à chaque roman raconter l'Amérique. Et j'ai un peu cette impression-là avec les films de Paul Thomas Anderson, puisqu'il va vraiment choisir une époque différente à chaque fois, un angle, et plus que des personnages, moi j'ai l'impression qu'il met en scène des idées, qu'il a vraiment envie de confronter des idées qui s'incarnent parfois dans certains personnages. Et donc selon son inspiration, parfois c'est assez incarné. Moi je pense que Magnolia c'est vraiment un de mes préférés, que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais je trouve que c'est un de ces films qui est le plus humain presque. Et puis après on a des films beaucoup plus détachés et presque abstraits comme The Master, où les personnages c'est peut-être un peu plus l'excuse pour un propos idéologique. Et donc c'est pas étonnant que toi comme moi des fois ça nous tombe un peu des bras et ça fait un peu Krug comme comme cinéma. Par contre en termes de mise en scène, moi je trouve qu'il y a une mise en scène assez classique, qui est plutôt une tradition du classicisme, qu'il essaye de reproduire des formes qui ont déjà été celles du nouvel Hollywood, avec des cinéastes, je sais pas, au hasard je dirais, il y a un peu de Scorsese, il y a un peu de Sam Peckinpah, il y a un petit peu de ces cinéastes qui ont voulu casser les codes, mais en voulant casser les codes, on crée un peu de nouveau aussi, d'une certaine manière. C'est pas forcément pour la mise en scène que je vais voir un film de Paul Thomas Anderson, même si c'est bien réalisé, c'est-à-dire que c'est de belle facture, on pourrait dire. Et ce nouveau, Une bataille après l'autre, ne déroge pas à la règle pour le coup. Pour le coup, moi je suis très fan de la première partie de la filmo de Paul Thomas Anderson. J'ai une affection assez particulière pour Punch Drunk Love, même si c'est un film qu'on cite un peu moins quand on parle de sa filmo. Je suis assez fan de ce film, et puis évidemment pareil pour Magnolia ou Boogie Nights. Et même si c'est pas celui que je préfère, je pense que son chef-d'œuvre c'est vraiment There Will Be Blood, notamment par l'analyse qu'il arrive à développer sur l'Amérique, mais surtout sur le double visage de l'Amérique, avec d'un côté le capitalisme et de l'autre la religion, qui sont en fait vraiment les deux jambes de l'Amérique. Et cette confrontation de ces deux versions
C'est une thématique qu'on va retrouver tout au long de sa filmographie et notamment dans ce 10e long métrage. Et je voulais aussi un peu brièvement parler de Thomas Pynchon, donc c'est l'auteur dont il adapte pour la seconde fois l'œuvre avec Une bataille après l'autre. Il l'avait déjà fait pour Inherent Vice. Et c'est un auteur très difficile aussi à lire parce qu'il lui aussi il écrit des histoires un peu sombres sur l'Amérique avec des propos assez abstraits, intellectuels, des personnages assez alambiqués, beaucoup de détails, des phrases très longues. Donc on s'y perd beaucoup dans ses romans. Et moi j'ai la sensation les 2 fois où j'ai essayé de lire un de ses livres, d'avoir l'attention comme ça qui lâche, et progressivement de rentrer dans une sorte de rêverie. Je sais plus qui est qui, je sais plus pourquoi on est là, je sais plus pourquoi c'est intéressant de lire le livre, mais ça continue de me porter. Et, en fait, je finis le livre, je referme le livre après la dernière page et j'ai passé un super moment, mais je serais incapable de résumer ce que j'ai lu. Je me souviens notamment de Mason et Dixon, qui était un livre sur 2 cartographes qui ambitionnent de faire une carte aux États-Unis au XVIIIe siècle. Donc ça mélange des considérations philosophiques, scientifiques, et puis la vie de tous les jours dans ce territoire-là, à cette époque-là. Et pour moi, je trouve que les 2 artistes ont un peu une même démarche, quoi, de romanesque, de grandeur comme ça, de la littérature ou du cinéma, qui voudrait dire des récits on va dire en musique un peu majeure, quoi, avec une mélodie assez costaud. Donc c'est pas inintéressant, voilà, que Paul Thomas Anderson choisisse encore une fois un livre de Thomas Pynchon. Donc Inherent Vice c'était fait exprès, je pense, de perdre le spectateur pour se rapprocher, voilà, de ce style avec un background très parano, un gouvernement qui pouvait se cacher derrière toutes les portes. On était écouté en permanence et en même temps, on était dans la tête d'un camé, en fait, d'un mec qui prend beaucoup de drogue. Donc, sa perception de la réalité était forcément altérée. Et nous, spectateurs, on était aussi dans une perception de la réalité altérée. Et là, on a un peu le même genre de personnage avec Leonardo DiCaprio qui est addict à plusieurs trucs, qui va plutôt avoir sa mémoire qui va être influencée, mais peut-être aussi un petit peu sa perception de la réalité. Et donc on a à la fois une prolongation des thèmes de Inherent Vice et en même temps on a quand même un film plus actuel. Autant Inherent Vice a joué à fond la vague de la nostalgie des années 70, autant là c'est la Mac de Trump en fait. Donc c'est assez intéressant, je trouve, d'un point de vue scénaristique de s'atteler à ça. Moi, j'ai absolument rien lu de Thomas Pynchon. Tout ce que je savais, c'est qu'il a écrit Inherent Vice. Et pour le coup, j'avais vu le film 2 fois au cinéma. Et les 2 fois, je suis sorti avec cette sensation d'avoir absolument rien compris au film. Et c'est marrant que tu me dises que cette sensation, elle était déjà présente dans le bouquin. Et effectivement, c'était un petit peu l'ambition du film de nous perdre dans un réseau d'intrigues souterraines qui s'entremêlent, un peu à la manière du personnage de Joaquin Phoenix qui se retrouvait perdu dans cette enquête. Donc ouais, il y avait cette ambiance paranoïaque que tu décris bien, qu'on retrouve dans Une bataille après l'autre, mais je trouve quand même qu'Une bataille après l'autre est beaucoup plus limpide dans le déroulé de son récit et beaucoup plus clair en fait dans tout ce qu'il développe. Et pour le coup, je trouve que c'est le film de PTA le plus limpide, le plus populaire, le plus grand public. Donc il y a comme ça tout un tas de jeux de miroir entre ces 2 films qui se répondent, puisqu'il y avait déjà dans Inherent Vice l'idée que le film portait en lui une certaine forme de désillusion politique, puisqu'il se passait au début des années 70. Donc il y avait comme ça l'idée de la fin du mouvement hippie et donc de la fin de ces idéaux et de cet espoir qu'il pouvait porter face à une société américaine qui était en phase de basculer déjà dans le fascisme. Et ça, c'était déjà présent avec le personnage de Josh Brolin. Et donc, cette idée des 2 visages de l'Amérique qui se confrontent, elle était déjà présente dans
dans Inherent Vice, et elle l'est dans Une bataille après l'autre, qui pour le coup se passe à notre époque, du moins dans une époque contemporaine de la nôtre. Et on a comme ça cette idée de deux visions politiques de l'Amérique qui vont se livrer bataille, et une qui va arriver à éradiquer l'autre. Alors on va suivre d'un côté une cellule de militants de gauche révolutionnaires avec Leonardo DiCaprio qui joue un artificier qui tombe amoureux de la leader de cette cellule qui est interprétée par Teyana Taylor. Et de l'autre, on a Sean Penn, comme tu l'as bien dit au début, qui joue le méchant de l'année, qui est exceptionnel dans ce rôle et qui lui incarne le visage fasciste de l'Amérique pro-Trump, qui est raciste et suprémaciste. T'as très bien résumé les enjeux et les personnages, et en même temps, j'ai l'impression que c'est absolument pas le film de Leonardo DiCaprio, au sens où il traverse le film un peu genre éprouvé par les événements, mais il ne fait pas vraiment avancer l'intrigue par ailleurs. Et d'une certaine manière, je trouve que la bande-annonce est assez astucieuse parce que elle nous dit venez voir un grand film populaire avec Leonardo DiCaprio, et finalement c'est plutôt pour laisser la place au second rôle féminin notamment, même si parfois ça se joue plutôt en flashback et pas forcément sur le temps présent, ou avec ce second rôle de maître d'arts martiaux qui est assez truculent, où on voit aussi qu'il y a un passage de relais en fait entre les résistants d'hier et les résistants d'aujourd'hui. Peut-être des gauchistes antiracistes hier, et maintenant c'est tout simplement des migrants qui essayent de survivre aux brigades ICE de l'administration Trump, qui sont renommées avec un autre acronyme, mais voilà, c'est un petit peu un phoné, on voit très bien que ça désigne ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et du coup, même si je pense que le film a mûri depuis plusieurs années dans la tête de Paul Thomas Anderson, il a dû quand même pas mal réécrire quelques mois avant le tournage pour coller à la réalité de son pays, à la réalité politique. Moi, il y a un truc que j'ai envie de dire assez vite qui me plaît beaucoup dans le film, qui me le rend très sympathique en tout cas, c'est l'idée que c'est à la fois un film sur comment un pays devient fasciste et comment un pays peut résister au fascisme. Il y a vraiment les mécaniques du fascisme qui sont montrées et les mécaniques de résistance en même temps. Et ça, je trouve ça assez fort parce que ça reste ludique, ça reste assez réaliste, et en même temps, ça donne quand même une touche d'espoir par rapport au film Sirat qu'on a chroniqué avant, qui ne donnait même pas une once d'espoir. Et je te rejoins aussi sur la touche d'espoir. Il y a vraiment ça dans la conclusion. Il y a quand même cette idée de comment les luttes peuvent se transmettre d'une génération à une autre. Il y a ça, il y a cette idée du passage de relais. Et puis surtout, sans développer trop les enjeux du récit, il y a une question à propos de l'héritage. De quel héritage on va transmettre, lequel on choisit de revendiquer et puis d'aller défendre en fait. Donc ouais, il y a vraiment une touche d'espoir là-dessus. Et puis comme tu l'as dit, un manuel de résistance. Après, je serai un petit peu sur la réserve là-dessus parce que je crois pas que Pitié soit quand même un gauchiste révolutionnaire invétéré. J'ai quand même l'impression que le regard qu'il pose sur ces deux visages de l'Amérique, c'est quand même un visage assez critique, et notamment sur la cellule de militants de gauche, j'ai quand même la sensation que les deux côtés sont dépeints d'une manière un peu caricaturale, que les deux en prennent un petit peu pour leur grade, et que surtout, il y a quand même un aspect un peu satirique. Il y a une dimension presque de farce. Tous les personnages sont un peu des personnages caricaturaux et des personnages hauts en couleur qui ne sont pas épargnés par le regard de Pitié. T'en as un petit peu parlé, mais c'est vrai que le personnage de Sean Penn, il est assez haut en couleur, très caricatural. C'est presque un personnage de grand guignol, et jusque dans la conclusion de ce personnage, il y a quelque chose d'assez pathétique en fait dans sa trajectoire et dans ses motivations. Et en fait, le personnage qu'interprète DiCaprio, il l'est tout autant, puisqu'il est aussi un peu tourné en ridicule. C'est un personnage complètement dépassé. On le voit bien, même la manière dont il va défendre ses convictions, elles sont
tout le temps un petit peu remise en question, surtout sur la sincérité de ses engagements. Est-ce qu'il n'a pas juste envie de plaire à cette leaduse dont il est amoureux? D'ailleurs, la première fois qu'on le voit dans le film, il y a ce chant contre chant où on comprend qu'il est peut-être plus intéressé par les charmes du personnage que par des convictions politiques profondes. D'ailleurs, les moyens de résistance que tu décris, là aussi, ils sont un petit peu tournés en dérision. Il y a toutes ces séquences qui vont être l'occasion en fait de gags autour de ce langage codé et de ce réseau secret en fait qui fonctionne pas pour le personnage de DiCaprio. Il a oublié les messages codés et donc ça donne lieu à tout un tas de scènes comiques assez jubilatoires. Oui, il y a un regard critique des deux côtés, mais je trouve qu'il y a une différence entre il se moque des militaires et il rigole avec les militants gauchistes. Il est plutôt en train de dire regardez dans ces cercles, on est d'accord qu'il y a un peu des personnages comme ça, ils sont un peu abusés, ils sont un peu des clowns malgré eux, mais on les aime bien, c'est aussi ça qui sont sympathiques. Alors que du côté des militaires, moi je trouve que vraiment il les déteste et qu'il a envie qu'on rigole d'eux et qu'on les trouve ridicules. Et c'est en ça que la prestation de Sean Penn, elle est assez incroyable parce qu'il arrive à s'amuser dans le fait qu'il se ridiculise lui-même et qu'à aucun moment on se dise oh là là, c'est bizarre, c'est chelou. Mais au contraire, on se dit non, mais il fait très bien le militaire ridicule. Il se moque, n'empêche, ça marche. C'est-à-dire qu'on retient les éléments qui permettent de bâtir un réseau de résistants, qui permettent du coup d'avoir des bons réflexes, les trucs à pas faire, les trucs à faire. Et moi, je trouve qu'en ça, il réussit un peu une espèce de double message, quoi, un message codé dans le film lui-même, qui est ok, on va un petit peu rigoler des résistants, mais n'empêche, on aura appris quelque chose sur comment monter un réseau de résistance en cas de fascisation de l'extrême droite aux États-Unis. Donc, je pense que c'est en ça que c'est pas le même humour quand même entre celui qui est dédié à la résistance et celui qui est dédié aux militaires. Ouais, enfin, ces modes d'action de résistance, moi, j'y crois pas tellement. Ils sont là vraiment pour servir d'éléments comiques dans le récit. Ça va jusqu'au standardiste révolutionnaire là qui se fait houspiller par son chef de section. Alors oui, il y a une certaine forme de bienveillance là, de la manière dont il se moque de ce réseau de résistants. Et c'est vrai que la charge, la critique, elle n'est pas la même en ce qui concerne la bande de fascistes, ça c'est clair. Mais il montre bien qu'il y a quelque chose de désuet là-dedans. Mais peut-être que la réparation va se faire avec la génération qui vient. C'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être aussi c'est une manière de pointer les dysfonctionnements d'une génération qui a essayé de lutter mais qui a échoué, et comment on va pouvoir se passer la lutte en héritage en possiblement en rectifiant les erreurs du passé, en rectifiant les erreurs commises par cette génération qui n'est pas arrivée à faire la révolution tout simplement. Et effectivement, oui, c'est vrai que dans la conclusion, il y a cette note d'espoir qui fait du bien, et c'est vrai, c'est marrant. Moi, j'ai pensé à Sirat aussi à ce moment-là. Je me suis dit, ben voilà, tu l'as cette touche d'espoir, et on voit la différence entre une vision un peu nihiliste et pessimiste et un regard qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, et qui te donne l'envie de lutter. Et oui, on a gravement l'envie de lutter. On a gravement le besoin d'avoir l'envie de lutter, même, je dirais. On me souffle dans l'oreillette que c'est un peu abusé de la part de Leonardo DiCaprio de jouer le gauchiste qui fait exploser des banques, vu le tournant diabolique que prend sa carrière non cinématographique, puisque il est a priori intéressé pour investir dans le plan de Trump, je crois, de faire une Riviera à Gaza. Donc après la guerre, de reconstruire avec des hôtels, et qu'on l'a vu d'ailleurs au mariage de Jeff Bezos à Venise, casquette sur le nez pour qu'on ne le reconnaisse pas, mais que tout le monde l'a reconnu quand même. Donc c'est vrai que moi ça m'a un peu interpellé en voyant le film. Je me suis dit c'est bien pour le film qui est Leonardo DiCaprio, parce que comme ça fait venir du monde en salle, et comme on l'a dit, c'est un peu un pied de nez qui soit à la tête d'affiche parce qu'il passe son temps à ne rien faire. En fait, il court après l'histoire, mais il n'est jamais le moteur de l'histoire. Donc, d'un côté, c'est cool, mais d'un autre côté, maintenant que le film est sorti et que il est cette personnalité-là, en plus, il sort avec des minettes de 20 ans, et lui, il continue d'avancer en âge, mais il sort toujours avec des minettes de 20 ans.
c'est assez problématique quand même de se dire c'est un père idéal, un père aimant qui aime sa fille métisse, il est totalement ouvert d'esprit et il sort avec des incroyables femmes badass, alors que c'est pas trop ce qu'il fait dans la vraie vie. Après, c'est le problème entre les rôles et la vraie vie, mais bon, on va dire que là, ça lui redore un peu le blason. C'est aussi un film qu'il aurait pu choisir de faire pour, on va dire, regagner un peu en street cred du côté des démocrates. Peut-être qu'il faut pas se laisser avoir par ça. Ouais, t'as raison sur DiCaprio. Et d'ailleurs, je suis pas loin de penser la même chose. En fait, de plus en plus, à chaque fois que je le vois, j'ai du mal à voir autre chose que DiCaprio et ce qu'il représente. J'ai de plus en plus, à chaque fois, du mal à croire au personnage qu'il défend. Je trouve qu'il y a un vrai décalage et j'avais du mal à dépasser ça et à l'oublier, même si je trouve qu'il s'en sort plutôt bien de manière assez objective. Hein, il interprète bien, mais j'ai du mal à dépasser ce que je sais de lui et au final, je ne vois qu'un acteur qui joue le personnage, quoi. Et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti avec Sean Penn, où là, je trouve qu'il arrive à faire oublier sa persona de cinéma et il se fond vraiment dans le personnage. Moi, je vois plus Sean Penn, je crois en l'existence de ce personnage un peu pathétique, complètement ridicule. Et c'est pas le cas sur DiCaprio, tu vois. Les deux livrent une assez bonne performance et pourtant, je retiens davantage Sean Penn. Et non, DiCaprio, j'ai du mal à dépasser cette sensation de voir un mec pour lequel j'ai plus tellement de sympathie et voilà, qui représente un peu tout ce que tu as rappelé. Et je vois un décalage finalement entre le personnage qu'il entend défendre. Et je me demande à quel point c'est pas quelque chose qui a été aussi conscientisé par Paul Thomas Anderson quand il fait appel à DiCaprio, puisque ça, finalement, ça met en lumière un certain décalage entre la vérité de l'acteur et ce qu'est censé défendre le personnage. J'ai l'impression que ça participe un petit peu au côté ridicule de ce personnage-là, tu vois, dont les convictions politiques en fait peuvent être vraiment remises en question. Tu vois, ça, j'y pense quand on le voit gueuler le Vive à la Révolution. Tu vois, il le fait plusieurs fois dans le film, et à chaque fois, ça nous fait marrer parce qu'on ressent un certain décalage finalement. Il y a quelque chose d'un peu ridicule, d'un peu pathétique dans ce personnage. Et je me dis, ça, le fait que ce soit un DiCaprio auquel on ne croit pas du tout, qui se mette à gueuler Vive à la Révolution, ça crée un décalage assez comique, tu vois. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est qu'on nous donne à voir une société qui est entièrement composée de cellules de résistance dormantes. Et elles sont peut-être pas toutes en lien les unes avec les autres. Enfin, ça commence avec la cellule de militants de gauche révolutionnaire dont on a parlé, celle avec DiCaprio et sa femme. Mais ensuite, on va se rendre compte que le personnage de Benicio del Toro, t'en as parlé, le sensei, est lui aussi à la tête d'un réseau de résistance, voilà, comme ça, qui va se mettre en action à un moment donné. Et moi, j'adore la manière dont on nous donne à voir couche après couche toutes ces sociétés secrètes qui agissent en fait dans l'ombre pour faire avancer voilà, leur combat politique. Mais tu vois, ça va jusqu'aux flics qui s'infiltrent dans la manif pour aller provoquer l'émeute, tu vois. Et à un moment donné, il y a aussi cette idée qu'il y a des itinéraires individuels qui sont portés par un mouvement collectif. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez beau. L'exemple de la manif avec ce flic faux manifestant qui est utilisé pour lancer un petit peu la répression, je trouve que c'est un excellent exemple de ce que je disais, que c'est aussi un film qui est un peu un manuel de défense ou un manuel de résistance, au sens où ce discours-là, tu vois, l'extrême gauche, le Black Bloc va pouvoir l'avoir de temps en temps en disant non mais attendez, les manifs partent pas en vrille que à cause des manifestants, parfois c'est aussi causé par la police pour ensuite légitimer la répression. Ce discours-là, il est quand même assez inaudible.
Mais là, en un plan séquence, du coup, on comprend en fait cette logique de répression. Et moi, je pense que c'est la première fois que je le vois au cinéma en fait. Donc, je trouve qu'en soi, c'est pas juste un film qui veut se moquer des deux côtés, mais qui essaie aussi d'apprendre à son spectateur à lire différemment la situation politique de son pays. Et plus on avance dans l'intrigue, plus on découvre de nouvelles sociétés secrètes. Et jusque dans le camp adverse, on va réaliser que Sean Penn, de son côté, il est en train d'essayer d'intégrer une confrérie de suprémacistes blancs qui essayent d'imposer leur modèle de société raciste néo-nazi. Et là encore, on réalise que Paul Thomas Anderson est en train de tirer le fil de la comédie, puisque la manière dont il va caractériser cette confrérie, il est toujours sur ce mode de la caricature et de la farce, puisque c'est en même temps cette idée en fait de l'état profond qui agit dans l'ombre, mais c'est aussi en fait une bande de vieux mâles blancs dégénérés qui se rassemblent dans l'arrière-cave d'une maison bourgeoise avec derrière eux des vieilles peintures dégueulasses de paysages de chasse avec des canards, tu vois. Donc il y a un truc complètement ridicule là-dedans. C'est à la fois très premier degré dans la manière dont ils mettent en place toute leur action, et puis ça va même loin dans la violence, tu vois. Mais il y a quand même toujours ce côté un petit peu ridicule, farcesque, quoi, tu vois. J'ai oublié leur nom, mais je crois que c'est un truc du genre la confrérie des cavaliers de Noël. Les aventuriers de Noël, est-ce que c'est pas le meilleur nom de bande de méchants qu'on ait jamais trouvé pour les rendre à la fois ridicules et comme un petit peu effrayants, parce que si t'es capable de t'appeler les aventuriers de Noël, t'es capable de beaucoup de choses. Je crois qu'à un moment donné, il lui lance que Saint-Nicolas soit avec vous. Moi, je trouve vraiment que c'est le film le plus drôle de Paul Thomas Anderson. Et ça m'a vraiment surpris à ce niveau-là. Ça m'a fait du bien de le voir revenir de ce côté un petit peu très intello et d'aller sur quelque chose d'un peu plus léger. Le film est à la fois hyper pertinent dans tous les concepts qu'il convoque, parce que il fait passer vraiment pas mal d'idées par la symbolique, et en même temps, il se fait vraiment plaisir et il nous régale vraiment dans tout ce qu'il nous propose, et de manière assez limpide, quoi. Toutes les métaphores passent, et en même temps, c'est fun tout le long et extrêmement drôle. Le film est drôle et en même temps, il y a des moments de tension assez forts. Je pense du coup à toute la fin du film, mais même avant, avec le personnage de Sean Penn qui est assez imprévisible. Donc on va vraiment se demander est-ce qu'il va tuer tel ou tel personnage à tel moment, directement ou indirectement, avec ces soldats qui ont juste besoin de savoir qu'il y a un trafic de drogue à un endroit pour vraiment, mais genre défoncer les personnes qui se trouvent sur leur chemin. Moi, j'ai été assez choqué, par exemple, de la façon dont les membres du réseau qui sont dénoncés sont tués froidement par Sean Penn. Parfois, voilà, il descend un escalier et paf, une balle dans le dos. Mais on va avoir aussi tout le lien avec le passé. Pendant un temps, je me suis dit, est-ce que le personnage de la mère, il va revenir? Enfin, la façon de d'écrire l'histoire et de monter entre flashback et temporalité présente, ça rend aussi le film assez imprévisible. Et on s'attend presque à des retournements de situation qui ne viennent pas forcément. Enfin, il y en a un majeur, mais les autres ne viennent pas. Mais en même temps, ça participe aussi à l'implication dans le film parce qu'on est assez attentif à tout ce qui pourrait se passer. Je pense que si il y avait pas eu la scène finale avec la course-poursuite en voiture dans cette contrée vallonnée avec cette espèce de haut-le-cœur où la voiture monte, la voiture descend, j'aurais été un peu déçu du film parce qu'il aurait manqué quand même un peu un climax sensoriel, émotionnel. Mais avec cette fin-là, du coup, moi je trouve que c'est un très bon film. Mais c'est peut-être aussi quand même un espèce de slow burner, quoi. En fait, ça met du temps à se mettre en place et à la pression à monter jusqu'à arriver à la confrontation entre la fille et le personnage de Sean Penn. Mais à partir de là, c'est vraiment du coup un autre type de film qui s'enclenche, quoi. Plutôt un thriller avec on peut faire des allusions. Il y a un film de Steven Spielberg qui se passe avec une course-poursuite d'un camion qui semble être une sorte de serial killer. Et on a du coup c'est cette caméra qui est très proche de la route et qui va vraiment épouser la vibration de la voiture et la fumée de la chaleur sur la route.
Ouais, c'est vrai que cette séquence de course-poursuite, elle est vraiment très cool. Et j'y ai beaucoup repensé. Par certains aspects, elle m'a pas mal rappelé la séquence de climax de Licorice Pizza, avec le camion qui dévalait la route sans le moteur. Je trouve qu'il y a quelques correspondances entre ces deux séquences, notamment par des sensations qu'elle procure, que ce soit visuellement ou avec le son. Et connaissant Paul Thomas Anderson, je me suis dit c'est certainement pas un hasard s'il fait ces deux séquences-là. Je me dis qu'il essaye de nous dire quelque chose. Et je sais pas, peut-être que j'ai surinterprété, tu me diras, mais tu parlais de Spielberg et de Duel. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Il y a de ça complètement. Et moi, ça m'a également fait penser au cinéma des frères Cohen, où tu sais, on a souvent des tueurs qui poursuivent les protagonistes. C'est un petit peu à la manière d'Arizona Junior ou No Country for Old Men. Il y a cette idée d'un tueur un petit peu presque maléfique qui, peu importe les obstacles, peu importe la distance, arrive toujours à rattraper les personnages. Il y a vraiment une dimension de cauchemar avec ces personnages-là. Et tu vois, je retrouve vraiment cette idée dans Une bataille après l'autre, puisque ce tueur-là qu'on retrouve à la fin, il apparaît un petit peu de la même manière. On ne sait pas comment il est arrivé là, comment il a pu retrouver la trace de Sean Penn, mais le fait qu'il apparaît presque comme par magie au milieu de nulle part. Et donc, il y a presque cette idée du tueur maléfique ou quasi fantastique à ce moment-là. Jusque dans la fin de cette séquence où, peu importe la distance, il arrive à rattraper les personnages. Et l'autre élément important, notamment dans le parallèle que tu fais avec Duel, c'est le décor désertique. Alors dans Sirat, on a parlé du désert comme lieu magique. Ici, c'est pas tellement le même désert. C'est davantage le désert comme l'idée du décor de cinéma, comme un topos de cinéma presque dans la mythologie hollywoodienne. Et donc évidemment pour moi ça me renvoie au western et donc au mythe fondateur de l'Amérique. C'est presque comme si avec cette séquence de course-poursuite on rejouait une confrontation originelle entre ces deux visages de l'Amérique. Et d'ailleurs, un peu plus tôt dans le récit, on a l'intervention d'un personnage de natif américain. Il est vraiment caractérisé comme ça. Son intervention dans le récit, je pense que elle n'est pas anodine de ce point de vue-là. Pour continuer dans cette théorie, moi, ces montées et ces descentes là sur ces vallons là que tu as bien décrits, ça m'a également rappelé les cartoons et en fait les courses-poursuites entre Bip Bip et Ville Coyote, tu vois. Toujours dans cette idée d'une confrontation qui se rejoue sans cesse. Comme si on était un petit peu bloqué dans une espèce de boucle. Et la seule manière de sortir de cette issue qui paraît fatale pour le personnage, ça va être de sortir de la route. Donc sortir du chemin tracé. En gros, sortir du système. En fait, cette forme visuelle que prend cette séquence avec ses montées et ses descentes, à la fois, ça vient renforcer une tension, un suspense autour de l'issue de cette séquence, et en même temps, ça vient installer quelque chose de visuellement ludique. Donc toujours en fait dans cette idée de l'aller-retour entre deux genres finalement, entre la comédie et le thriller comme tu l'as dit. Et ces allers-retours, c'est en ça qu'aussi ça me renvoie au cinéma des frères Cohen, comme je te l'ai dit au début. Tu parlais de Paul Thomas Anderson comme d'un cinéaste dont la mise en scène peut parfois paraître un petit peu classique. Là, je trouve que à travers une mise en scène assez simple, mais finalement très inventive, il vient peut-être résumer toute l'ambition de son film dans une seule séquence. Bon, je sais pas, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un petit peu ce que cette séquence de course-poursuite m'a inspiré comme réflexion. Splendide, je pense que c'est pas loin d'être le mot de la fin. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense aussi qu'on a bien fait le tour. S'il fallait conclure, moi je dirais que j'ai vraiment passé un très très bon moment devant Une bataille après l'autre. Je crois que c'est presque
mon Paul Thomas Anderson préféré. Mais bon, il y a tellement de chefs-d'œuvre dans sa filmo que si demain je revois Magnolia, je pense que je dirais pareil. Mais voilà, je trouve qu'il nous a régalé. Il a fait preuve vraiment d'une grande générosité. Je crois que j'étais quand même pas aussi enthousiaste sur ses derniers films. Et ça me plaît qu'il ait fait un film que je trouve hyper accessible, très limpide à tous les niveaux. Donc voilà, puis j'ai l'impression aussi que le film rencontre un succès critique et populaire. Donc ça me plaît. Notamment parce que le film aborde des thématiques importantes, oui, on peut dire ça, dans le contexte politique actuel. Comme tu l'as dit, ça se termine sur une touche d'espoir qui fait du bien et qui donne envie de lutter, donc c'est très cool. Et j'ai surtout très très envie de le revoir déjà, donc je pense que je vais pas me priver. Alors moi je suis un peu moins enthousiaste que toi, au sens où une fois ça m'a suffi, je vais pas le revoir avant un petit bout de temps. J'ai beaucoup de sympathie pour le film, pour ce qu'il tente en termes voilà d'exploration de qu'est-ce que c'est qu'un régime fasciste, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de résistance, et tout ça avec une distance un peu humoristique et avec des moments aussi de tension et suspense comme à la fin. Après, je pense que le film est quand même un peu bancal à certains aspects, dans le sens où quand même c'est beaucoup d'exposition pour nous dire voilà, flashback, voilà du lore, voilà ceci, voilà cela. J'ai beaucoup de sympathie et en même temps je pense que le film est pas totalement maîtrisé, même si c'est fait avec brio, et c'est un peu le paradoxe, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, et donc même quand il fait un truc voilà, un petit peu un petit peu bricolé, ça marche quoi. Enfin c'est quand même assez fort. Mais je pense que on a bien résumé un petit peu ce qui nous a beaucoup plu dans le film, et je pense que la conversation elle m'a permis aussi de mieux comprendre moi ce que j'ai vraiment aimé, et qui se niche plutôt sur cette capacité à caractériser son présent avec cette caricature de Sean Penn qui incarne vraiment tous les démons des États-Unis aujourd'hui. Donc rien que pour ça, je pense que c'est un film qu'on peut encourager à voir ou à revoir si j'en crois ton dernier message.